Bonjour, alors donc je vais continuer donc la lecture de Barjavel, La Nuit des Temps. Ça faisait un petit moment là que j'ai pas eu le temps de lire. Donc voilà, je suis rendue à la page 299. Le réveil était aussi brusque que la chute dans le sommeil. Aussitôt, soustrait à l'influence de la brume verte, Païkan ouvrit les yeux et vit le visage d'Eléa. Elle était à genoux, près de lui. Elle tenait sa main droite entre ses deux mains. Elle le regardait avec angoisse. Le voyant s'éveiller, elle soupira de bonheur. Lui sourit, abandonna sa main et s'écarta pour qu'il pût regarder autour de lui. Il regarda et ne vit que du gris. Des murs gris, le sol gris, la voûte grise. Et en face de lui, l'escalier gris. Assez large pour laisser s'écouler une foule, il montait, désert, vide, nu, interminablement, dans le gris et le silence, et y disparaissait. Sur la gauche, un autre escalier aussi large et vide descendait en tournant dans le gris qui l'absorbait. Des volets plus étroites et des couloirs en pente creusaient les murs dans toutes les directions, vers le bas, vers le haut. Une couche de poussière grise couvrait uniformément le sol, les murs et les voûtes. « L'escalier, dit Païkan, je l'avais oublié. »« Tout le monde l'a oublié, dit le sans-clé. » Païkan se leva et regarda l'homme. Il était gris lui aussi. Ses vêtements et ses cheveux étaient gris et sa peau d'un rose gris. « C'est vous qui m'avez amené ici ?»« Oui, avec elle. »« C'est elle qu'il cherche, n'est-ce pas ?» Il parlait à mi-voix, sans éclat, sans timbre. « Oui, c'est moi, dit Eléa. » Ils ne penseront pas tout de suite à l'escalier. Personne ne l'utilise plus depuis très longtemps. Les portes ont été condamnées et camouflées. Ils auront de la peine à les retrouver. 3 hommes gris surgirent en silence d'un couloir déclinant. En voyant le groupe, ils s'arrêtèrent quelques instants, puis s'approchèrent, regardèrent Eléa et Païkan, et repartirent sans avoir dit un mot, par les marches principales vers le haut. Ils étaient un peu de gris mouvant dans le gris mobile. Ils devenaient de moins en moins visibles, de plus en plus petits, vers le haut, gris sur gris, indiscernables. On les devinait tout à coup parce que l'un d'eux, au lieu de continuer tout droit, avait fait un pas de côté, point gris qui bougeait sur du gris, puis plus rien que le gris qui ne bougeait plus. Leurs pieds sur les marches avaient écrasé la poussière sans la déplacer. Elle se regonflait lentement derrière eux, effaçant la trace de leurs pas, de leur passage, de leur vie. La poussière n'était pas pulvérulente, mais feutrée, compacte, solidaire, sorte de tapis aéré, fragile et stable. C'était la doublure de cet envers du monde. « Si vous voulez monter jusqu'à la surface, dit l'homme de sa voix qui était juste, tout juste, assez forte pour qu'on l'entendît, il y a 30 000 marches. Il vous faudra un jour ou 2. » Païkan répondit en étouffant instinctivement sa voix. Le silence était comme un buvard dans lequel on avait peur d'entendre les mots s'enfoncer et disparaître. « Ce que nous voulons, c'est arriver au parking, dit-il. Celui de la 5e profondeur est plein de gardes. Il faudrait monter ou descendre d'une profondeur. Descendre sera plus facile. » Le sans-clé plongea sa main dans sa besace, en sortit des sphérules de nourriture et les leur tendit. Pendant qu'il les laissait fondre dans leur bouche, il nettoya du tranchant de la main la poussière qui ouatait, une sorte de cylindre courant à hauteur d'homme, le long du mur, et enfonça par 2 fois une lame. Un double jet d'eau se mit à couler. Eléa, la bouche ouverte, se jeta sous la mince colonne transparente. Elle s'étrangla, toussa, éternua, rit de bonheur. Païkan buvait dans ses 2 mains, en coupe. Ils avaient à peine étanché leur soif quand le double jet diminua et tarit. La conduite d'eau avait réparé ses fuites. « Vous boirez de nouveau plus loin, dit l'homme. Dépêchons-nous, il y a 300 étages à descendre pour atteindre la 6e profondeur. » Il prit un escalier sur la droite. Ils le suivirent. Il courait presque sur les marches avec une sûreté née d'une longue fréquentation de l'escalier et de son vêtement de poussière. Il traversa un étroit palier, prit un escalier perpendiculaire, puis un autre, un autre, un autre. Il tournait à gauche, à droite, bifurquait, zigzaguait, sans hésitation, tombant et descendant d'étage en étage toujours plus bas. La main dans la main, Eléa et Païkan descendaient derrière lui, s'enfonçaient dans l'épaisseur grise. Parfois il rencontrait, croisait ou dépassait d'autres sans-clés silencieux, qui se déplaçaient sans hâte, seuls ou par petits groupes. Le complexe de l'escalier était leur univers. Donc ce corps abandonné, vidé, ce squelette, creux, vivait de leur présence furtive. Ils avaient pratiqué des ouvertures clandestines, rouvert des portes inconnues, par lesquelles ils se faufilaient dans le monde du bruit et de la couleur.
juste le temps qu'il fallait pour procurer l'indispensable, par la mendicité ou la rapine. Puis ils rentraient à l'intérieur du gris, dont ils avaient pris peu à peu la teinte. La poussière du sol avalait le bruit des pas, celle des murs le bruit des paroles. Le silence qui les entourait entrait en eux et les faisait taire. Étourdis, courant, sautant des marches, Eléa et Païkan suivaient leur guide qui fonçait. Il leur expliquait tout, par quelques mots, des morceaux de phrases à peine parlés, chuchotés presque. Il disait la famine quand les gens de la couleur ne voulaient pas donner. Alors ils étaient réduits à manger des oiseaux ronds. Il en montra un qui s'enfuyait devant eux. Il était gros comme le poing, il était gris, il n'avait pas d'ailes. Pour traverser un palier, il courut à toute vitesse sur ses pattes maigres. Arrivé en haut des marches, il s'élança, cacha sa tête et ses pattes sous ses plumes, et roula, rebondit comme une boule jusqu'en bas. Ils en virent plusieurs qui grattaient le sol et extirpaient du bout du bec de gros vers gris qui creusaient leur galerie dans l'épaisseur de la poussière et se nourrissaient d'elle. Eléa conservait ses forces et son souffle, mais Païkan dut s'arrêter. Ils se reposèrent quelques instants, assis au bas d'une volée de marche. Dans une encoignure de palier, une petite flamme brûlait. 3 silencieux accroupis faisaient cuire des oiseaux ronds, qu'ils tenaient par les pattes au-dessus d'un feu de poussière. L'horrible odeur de la viande rôtie parvint jusqu'à eux et souleva le cœur de Païkan. « Continuons, dit-il. » Au moment où il se levait, de grands coups retentirent dans un des murs. Les 3 silencieux s'enfuirent en emportant leur proie à moitié crue. Un fragment de mur vola en morceaux. « Vite !» dit le sans-clé. « C'est une ancienne porte, ils l'ont trouvée. » Il les repoussa devant lui vers le haut. Ils remontèrent la volée de marche 4 à 4. Sur le palier, le pan de mur s'effondra et les gardes-verts entrèrent. Les 3 fugitifs dévalaient à toute allure un couloir en pente. Chassant devant eux, une troupe d'oiseaux ronds qui roulaient sortaient de leurs pattes pour accélérer leur vitesse et s'élançaient de nouveau, de plus en plus vite, sans un piaillement d'effroi, ronds, roulants, silencieux et gris. Du fond du couloir, devant eux, la voix de Koban s'éleva. Elle était étouffée, désincarnée par les feutres de poussière. Elle paraissait toute proche et venir exténuée du bout du monde. « Écoutez, Eléa, nous savons où vous êtes. Vous allez vous perdre. Ne bougez plus. Nous vous rejoignons. Ne bougez plus. Le temps presse. » Le piétinement sourd des gardes venait au-devant d'eux. Derrière eux, au-dessus d'eux. Le sans-clé s'arrêta. « Ils sont partout, dit-il. » Païkan enfonça la main dans son arme. « Attendez, dit l'homme. » Il s'agenouilla, fit un trou avec les mains dans le tapis de poussière, colla son oreille au sol et écouta. Il se releva d'un bond. « Oui, dit-il, tirez-la !» En venant se réfugier derrière Païkan, il montrait le sol dénudé. Païkan tira, le sol trembla. Des pans de poussière déchirés volèrent dans le couloir. « Plus fort !» Païkan tira de nouveau. Le sol s'ouvrit en rugissant. « Sautez !» Le sans-clé donna l'exemple et sauta dans le gouffre d'où montait un bruit de fleuve. Ils sautèrent derrière lui, tombèrent dans l'eau amère et tiède. Un courant puissant les emporta. Eléa revint à la surface et chercha Païkan. L'eau était légèrement phosphorescente, plus brillante dans le remous et les tourbillons. Elle vit le visage de Païkan qui émergeait. Ses cheveux brillaient d'une lumière verte. Il lui sourit et lui tendit la main. Le plafond en pente s'enfonçait dans le courant qui s'écoulait par un siphon. Au centre du tourbillon apparut une boule brillante, la tête du sans-clé. Il leva la main, fit signe qu'il plongeait et disparut. Eléa et Païkan commencèrent à tournoyer et furent aspirés par la profondeur. Main dans la main, jambes abandonnées sans poids, ils s'enfonçaient dans l'énorme épaisseur d'un muscle d'eau, palpitant et tiède. Ils tombaient à une vitesse fantastique, tournoyaient, étendus autour de leurs mains jointes, prenaient des virages qui les jetaient contre des parois feutrées de milliards de radicelles. Émergeaient au sommet d'une courbe, respiraient, repartaient, aspiraient, entraînaient toujours plus bas. L'eau avait un goût de pourriture et de sel chimique. C'était le grand courant issu du lac de la première profondeur. À la sortie du lac, il traversait une machine immobile qui lui ajoutait les nourritures réclamées par les plantes. Il descendait ensuite d'étage en étage, dans les murs et dans les sols, et baignait les racines de toute la végétation enterrée. Une chute verticale se termina par un ample virage et une remontée qui les rejeta au milieu d'un geyser de bulles phosphorescentes. Ils retrouvèrent l'air à la surface d'un lac qui s'écoulait lentement vers un porche sombre. Une multitude de colonnes tordues, les unes épaisses comme 10 hommes, d'autres minces comme un poignet de femmes, descendaient du plafond et s'enfonçaient dans l'eau,
où elles se ramifiaient et s'épanouissaient. C'était un peuple luisant de racines. Sur l'une d'elles, torve, était assis le sanglé. Il leur cria « Grimpez, vite !» Eléa se hissa jusqu'à une boucle presque horizontale et tira Païkan, sur qui pesait la fatigue. L'eau luisait et coulait sur les longs serpents végétaux, avec un bruit de caresse. Du porche sombre venait de temps en temps le bruit sourd d'un remous. Une lumière pâle montait de l'eau, coulait des racines froides, visqueuses, vertes. De toutes parts, dans le lac, des points ronds lumineux, d'un rose vif, accouraient vers les remous laissés par les 3 fugitifs. Ce fut bientôt, au-dessous d'eux, une ébullition de lumière rose frénétique. De temps en temps, quelques-unes de ces gouttes vives sautaient hors de l'eau comme des étincelles, essayaient de se coller aux jambes nues qui pendaient hors de leur portée. C'étaient des poissons minuscules, presque coupés en deux par leur bouche ouverte. « Les poissons amers, dit le sanglé. S'ils vous goûtent, ils achèvent tout, même les os. » Eléa frémit. « Mais qu'est-ce qu'ils mangent d'habitude ?»« Les racines mortes, tous les débris que le courant entraîne. Ce sont des nettoyeurs, et quand il n'y a rien d'autre, ils se mangent entre eux. » Il se tourna vers Païkan, frappa du poing le plafond qu'il touchait de la tête, et dit « Parking ». Les racines qui plongeaient dans le lac étaient celles de la forêt du parking de la 6e profondeur. Païkan leva son arme et tira entre 2 rangées de racines. Une portion du plafond sauta. Par la brèche, un arbre géant s'écroula lentement. Ses branches entraînaient un engin dans lequel s'agitaient 2 silhouettes claires. Il tomba dans le lac, et l'arbre incliné l'enfonça et le maintint dans l'eau. C'était une vedette d'intervention de la police du Conseil, occupée par des gardes blancs. En un éclair rose, les millions de poissons lenticulaires furent sur eux et les attaquèrent par la portion découverte de leur visage, s'enfoncèrent par les yeux à l'intérieur de leur tête et par le nez dans leur poitrine et dans leur ventre. L'engin s'emplit d'eau rouge. Suivis du sanglé, Eléa et Païkan grimpèrent le long des racines et des branches et prirent pied sur le sol du parking. Les étudiants y livraient aux gardes blancs une bataille sans espoir. Ils avaient trouvé dans un engin cargo bloqué par la guerre des barres et des billes d'or qui devaient servir à édifier sur la Lune des machines immobiles. Ils en bombardaient les policiers, en courant et se dissimulant derrière les arbres et les engins. C'étaient des armes dérisoires. Parfois, l'une d'elles faisait mouche et fêlait un crâne dans un éclair d'or, mais la plupart n'atteignaient pas leur but. Les files de policiers s'enfonçaient dans les arbres comme des serpents blancs et tiraient à vue. Ils cueillaient les étudiants en pleine course et les jetaient, disloqués, contre les troncs ou dans les feuillages. Les branches craquaient et tombaient, des engins éclataient en morceaux. Tous les oiseaux du parking avaient quitté la forêt et tournaient sous la voûte en une ronde affolée, hérissés de piaillements d'effroi. Ils traversaient l'image du conseiller militaire, aux cheveux noirs tressés, qui annonçait le refus du gouvernement et Nissor d'envoyer un ministre à Lamos. Il ordonnait à tous les vivants de Gondawa de gagner leur poste de mobilisation. L'image sinistre de l'homme maigre s'éteignait, reparaissait un peu plus loin, recommençait son annonce. Au-dessus de l'entrée des 12 rues tournait une image d'Eléa, un quart de tour à gauche, à droite, à gauche, à droite. L'université recherche cette femme, Eléa 3-19-07-91. Vous la reconnaîtrez à ses yeux. Nous la recherchons pour la sauver. Eléa, signalez-vous avec votre clé. À l'extrémité d'une piste, près de la cheminée d'envol, une petite foule avait bloqué un engin de forme oblongue, inusité en Gondawa. Un citoyen de Lamos, qui l'occupait, en fut extrait violemment. Il criait qu'il n'était pas Nissor, qu'il n'était pas un espion et qu'il n'était pas un ennemi. Mais la foule ne comprenait pas la langue Lamos. Elle voyait le vêtement étranger, les cheveux ras, le visage clair. Elle criait « Espion! À mort !» Elle commença à frapper. Des étudiants volèrent au secours de l'homme. Les gardes blancs suivirent. Le Lamos fut écharpé, déchiré, mis en lambeaux, embouilli, sous les pieds de la foule enragée. Les étudiants furieux hurlaient contre l'horreur et la bêtise. La foule folle cria « Étudiants! Espions! Vendus! À mort !» La foule arracha, déchira les jupes des étudiants et des étudiantes, arracha les cheveux, les oreilles, les seins, les sexes. Les gardes blancs tirèrent, nettoyèrent tout le tas, tout le coin, tout le monde. Le sanglé eut un sourire triste, fit un geste d'amitié à ses 2 compagnons et s'éloigna en direction des 12 rues. Eléa et Païkan se hâtèrent vers une région plus calme du parking.
La deuxième file d'engins longue distance était presque déserte, paisible. Un engin qui venait de descendre prenait sa place. Il stoppa, se posa, sa porte s'ouvrit, un homme apparut. Au moment de descendre, il s'arrêta, surpris, pour écouter les cris de violence et les chocs sourds des armes. Les arbres l'empêchaient de voir, mais le tumulte parvenait jusqu'à lui. Il sauta à terre. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il à Païkan. Celui-ci, pour toute réponse, leva vers lui sa main gauche gantée de l'arme blanche et de la main droite lui arracha son arme, qu'il l'envoya au loin. « Remontez, vite !» Comprenant de moins en moins, l'homme obéit. Païkan le fit asseoir, lui prit la main et enfonça sa clé dans la plaque élastique. Interminable attente d'un instant de silence. Puis brusquement le voyant palpita. Païkan poussa un profond soupir et de sa main droite ferma la bouche de l'homme. « Destination » demanda le diffuseur. « Lamos, premier parc. » Il y eut un court ronronnement suivi d'un clap. « Crédit insuffisant. Destination enregistrée. Retirez votre clé. Départ. » Païkan arracha l'homme à son siège et le jeta dehors, en lui criant des remerciements et des excuses. Déjà la porte claquait, l'engin décollait, tournait sur lui-même et gagnait la piste. Il s'engagea sur la rampe de sortie. Le diffuseur de bord parla. « L'université recherche Eléa, 3 19 07 91. Eléa, signalez-vous avec votre clé. » La cheminée du départ happa l'engin qui jaillit vers le haut. Il sortit de la bouche et monta dans la nuit extérieure. Depuis qu'ils vivaient à la surface, Eléa et Païkan avaient perdu l'habitude de la lumière perpétuelle des villes enterrées. C'était le jour quand ils avaient quitté le parking. Ils pensaient trouver le jour à l'extérieur. Mais la terre et le soleil avaient continué leur course, et la nuit était venue avec ses peuples d'étoiles. Ils s'allongèrent côte à côte sur le lit de parcours, et la main dans la main, sans dire un mot, se laissèrent envahir par la douceur et le silence infini. Ils montaient dans la nuit et la paix, vers le ciel étoilé. Ils oubliaient la terre et ses horreurs absurdes. Ils étaient ensemble, ils étaient bien. Chaque instant de bonheur était une éternité. Ils coiffèrent les cercles d'or dont le lit était muni, et abaissèrent tous les deux la plaque frontale. Ils avaient tellement l'habitude de communiquer ainsi, que chacun pouvait recevoir de l'autre le contenu de sa mémoire, en même temps que, sans avoir besoin d'y penser, il lui faisait part de ce que contenait la sienne. L'échange s'effectuait à une vitesse instantanée. Il coiffait les cercles, fermait les yeux, abaissait la plaque, et aussitôt il n'avait plus qu'une seule mémoire, qu'un seul passé. Chacun se souvenait des souvenirs de l'autre, comme s'ils étaient siens. Et il n'était plus deux êtres qui croient se connaître et se trompent, mais un seul être sans trace d'ombre, solidaire et solide, en face du monde. Ainsi, Païkan sut tout du projet de l'abri et de chaque instant vécu par Eléa entre le moment où on les avait séparés et celui où elle l'avait rejoint. Ainsi connut-il la façon dont elle avait recouvré la liberté. L'apprenant d'elle-même, il en souffrit pour elle, sans reproche, sans jalousie. Il n'y avait pas de place entre eux pour des sentiments de cet ordre, car chacun, connaissant tout de l'autre, le comprenait absolument. Ils ôtèrent en même temps les cercles d'or et se sourirent, dans une communion totale, un bonheur parfait d'être ensemble, de n'être qu'un dans leur propre connaissance, et deux pour la partager et multiplier leur joie. Comme deux mains d'un même corps qui caressent le même objet, comme deux yeux qui donnent au monde sa profondeur. Le diffuseur de bord parla. « Nous atteignons le niveau 17. Nous allons commencer le vol horizontal vers Lamos. Allure autorisée, vitesse 9 à 17. Quelle vitesse désirez-vous » ? « Le maximum, » dit Païkan. « Maximum, vitesse 17 enregistrée. Attention à l'accélération !» Malgré l'avertissement, le déplacement horizontal pressa Eléa contre la coque et roula Païkan par-dessus elle. Elle se mit à rire, prit à deux mains ses longs cheveux blonds encore humides, lui mordilla le nez, les joues, les lèvres. Ils ne pensaient plus à leurs épreuves, aux menaces, à la guerre. Ils volaient vers un havre de paix, peut-être momentané, précaire, illusoire, et où de multiples problèmes se poseraient en tout cas pour eux. Mais ces soucis étaient pour demain, pour tout à l'heure. Vivre les malheurs d'avance, c'est les subir deux fois. Le moment présent était un moment de joie. Il ne fallait pas l'empoisonner. C'est joli, ça. Je répète, tellement c'est joli. Vivre les malheurs d'avance, c'est les subir deux fois. Le moment présent est un moment de joie. Il ne fallait pas l'empoisonner. Il fut coupé net par le hurlement des hurleurs d'alerte dans le diffuseur. Glacés, ils se redressèrent.
Un signal rouge clignotait sur la plaque de commande. « Alerte générale » dit le diffuseur. « Tous les vols sont annulés. Nous retournons au parking par la voie la plus courte. Vous devez gagner immédiatement vos emplacements de mobilisation. » L'appareil vira et commença une descente vertigineuse en oblique. Au sol, à travers la coque transparente, on voyait le balai affolé des maisons de loisirs se rapprocher à une vitesse grandissante, et l'entonnoir de la bouche aspirait les bulles lumineuses qui tournaient au-dessus d'elle en attendant leur tour. L'engin ralentit et vint prendre sa place dans la ronde. Tous les appareils en surface avaient reçu l'ordre de rentrer. Maisons ou engins, ils étaient des milliers à tourner au-dessus de la bouche qui aspirait les plus proches, à pleine ouverture. Leur ronde couvrait tout le lac et la forêt. « Ils nous ramènent dans la ville, dans le piège, dit Eléa, il faut sauter !» Ils étaient en train de survoler le lac à vitesse réduite, à une hauteur raisonnable pour un saut. Mais les portes étaient bloquées pendant le vol. Déjà, ils quittaient le lac et survolaient la masse compacte des arbres. Païkan tira dans la plaque de commande. L'appareil se cabra et amorça une montée. Redescendit, remonta en balançoire, perdant chaque fois de l'altitude à la façon d'une feuille d'automne qui tombe. Il rasa la cime de la forêt, remonta, redescendit et fracassa le sommet d'un tronc géant couronné de palmes. Il y resta planté comme une pomme sur un crayon. Ils étaient couchés côte à côte, au bord du lac, sur l'herbe qui descendait vers le sable. La main d'Eléa était dans la main de Païkan. Leurs yeux grands ouverts regardaient la nuit nettoyée. La bouche avait absorbé les derniers traînards. Le ciel n'offrait plus rien que ses étoiles. Ils ne voyaient rien d'autre qu'elles. Ils poursuivaient au milieu d'elles, dans l'immense paix indifférente de l'espace, leur voyage d'espoir interrompu. Devant eux, au ras du lac, la lune se levait dans son dernier quartier. Elle était boursouflée comme enveloppée de coton, déformée, rougeâtre. Des fulgurations pourpres illuminaient sans arrêt sa partie sombre. Elle brillait parfois tout entière d'un bref éclat semblable à celui du soleil. C'était l'image silencieuse de la destruction d'un monde proposé aux hommes par les hommes. Ici même, avant la fin de la nuit. Sans bouger davantage, sans se regarder, ils enlacèrent leurs doigts et collèrent leurs paumes l'une contre l'autre, étroitement. Derrière eux, dans la forêt, un cheval hennit doucement, comme pour se plaindre. Un oiseau dérangé dans son sommeil pépia et se rendormit. Un peu de vent léger passa sur leur visage. « On pourrait partir à cheval » murmura Païkan. « Pour aller où? Rien n'est plus possible, c'est fini. » Elle souriait dans la nuit, elle était avec lui. Quoi qu'il arrivât, cela leur arrivait à lui avec elle, à elle avec lui. Il y eut un hennissement plus proche et le bruit mou des pas du cheval sur l'herbe. Ils se levèrent. Le cheval blanc de lune vint jusqu'à eux, s'arrêta et hocha la tête. Elle enfonça sa main dans ses longs poils et le sentit trembler. « Il a peur, dit-elle. »« Il a raison. » Elle vit la silhouette de son bras tendu faire le tour de l'horizon. Dans toutes les directions, la nuit s'allumait de lueurs brèves, comme d'orages lointains. La bataille à Gonda 17, Gonda 41, Enawa, Zenawa, ils ont dû débarquer partout. Un grondement sourd commençait à suivre les éclairs. Il venait ininterrompu de toute la circonférence du cercle dont ils étaient le centre. Il rendait le sol sensible sous leurs pieds. Il réveilla les bêtes de la forêt. Les oiseaux s'envolaient, s'affolaient de trouver la nuit, essayaient de regagner leur nid, se cognaient aux branches et aux feuilles. Les biches aux scellés sortirent du bois et vinrent se grouper autour du couple humain. Il y eut aussi le cheval bleu, invisible dans la nuit, et les petits ours lents des arbres, avec leurs gilets clairs, et des lapins noirs, aux oreilles courtes, dont la queue blanche frétillait au ras du sol. Avant la fin de la nuit, dit Païkan, il ne restera plus rien de vivant ici, pas une bête, pas un brin d'herbe, et ceux qui se croient protégés là-dessous sont seulement en sursis de quelques jours, peut-être de quelques heures. Je veux que tu entres dans l'abri, je veux que tu vives. Vivre? Sans toi? Elle s'appuya contre lui et leva la tête. Il voyait la nuit de ses yeux refléter les étoiles. Je ne serai pas seule dans l'abri, il y aura Koban, tu y penses? Il secoua la tête comme pour refuser cette image. Quand nous serons réveillés, je devrais lui faire des enfants. Moi qui n'en ai pas encore eu de toi, moi qui attendais. Cet homme dans moi sans cesse pour me semer ses enfants, ça t'est égal? Il la serra brusquement contre lui, puis réagit, se força à se calmer. Je serais mort, depuis longtemps, depuis cette nuit. Une voix immense et désincarnée sortit de la forêt.
Les oiseaux s'envolèrent, cognant leur vol à tous les obstacles de la nuit. Tous les diffuseurs de la forêt parlaient la voix de Cobane. Elle se mêlait et se superposait à elle-même, vibrait et se répandait sur la surface des eaux. Le cheval bleu leva la tête vers le ciel et poussa un cri de trompette. « Eléa! Eléa! Écoutez, Eléa! Je sais que vous êtes à l'extérieur. Vous êtes en danger. L'armée d'invasion se pose sans arrêt. Elle occupera bientôt toute la surface. Signalez-vous à un ascenseur avec votre clé. Nous viendrons vous chercher où que vous soyez. Ne tardez plus. Écoutez, Païkan, pensez à elle. Eléa, Eléa, ceci est mon dernier appel. Avant la fin de la nuit, l'abri sera fermé, avec ou sans vous. » Puis ce fut le silence. « Je suis à Païkan, dit Eléa d'une voix basse, grave. » Elle se pendit à son cou. Il mit ses bras autour d'elle, la souleva et la coucha sur la molle couche. Il mit ses bras autour d'elle, la souleva et la coucha sur la molle couche de l'herbe parmi les bêtes. Elles s'écartèrent et firent un cercle autour d'eux. Il en arrivait d'autres de la forêt, tous les chevaux blancs, les chevaux bleus, les chevaux noirs, plus petits qu'on ne voyait même pas sous la lune. Et les lentes tortues sortaient de l'eau pour les rejoindre. La lumière des horizons palpitait autour d'eux aux extrémités du monde. Ils étaient seuls au milieu du rempart, vivants, des bêtes qui les protégeaient et qui les rassuraient. Il glissa sa main sous la bande qui couvrait la poitrine d'Eléa et fit fleurir un sein entre deux boucles. Il posa sur lui sa paume arrondie et le caressa avec un gémissement de bonheur, d'amour, de respect, d'admiration, de tendresse, avec une reconnaissance infinie envers la vie qui avait créé tant de beauté parfaite et la lui avait donnée pour qu'il sût qu'elle était belle. Et maintenant c'était la dernière fois. Il posa sur lui sa bouche entr'ouverte et sentit la douce pointe devenir ferme entre ses lèvres. « Je suis à toi, murmura Eléa. Il délivra l'autre sein et le serra tendrement, puis défit le vêtement des hanches. Sa main coula le long des hanches, le long des cuisses, et toutes les pentes la ramenaient au même point, à la pointe de la courte forêt d'or, à la naissance de la vallée fermée. Eléa résistait au désir de s'ouvrir. C'était la dernière fois. Il fallait éterniser chaque impatience et chaque délivrance. Elle s'entr'ouvrit juste pour laisser la place à la main de se glisser, de chercher, de trouver, à la pointe de la pointe et de la vallée, au confluent de toutes les pentes, protégé, caché, couvert. Ah, découvert, le centre brûlant de ses joies. Elle gémit et posa à son tour ses mains sur Païkan. L'horizon gronda. Une lueur verte fit un troupeau vert du troupeau des chevaux blancs, qui dansaient sur place effrayés. Eléa ne voyait plus rien. Païkan voyait Eléa, la regardait de ses yeux, de ses mains, de ses lèvres, s'emplissait la tête de sa chair et de sa beauté, et de la joie qui la parcourait, la faisait frémir, lui arrachait des soupirs et des cris. Elle cessa de le caresser, ses mains sans force tombèrent de lui. Les yeux clos, les bras perdus, elle ne pesait plus, pensait plus. Elle était l'herbe et le lac et le ciel, elle était un fleuve et un soleil de joie, mais ce n'était encore que les vagues avant la vague unique. La grande route lumineuse multiple vers l'unique sommet, le merveilleux chemin qu'elle n'avait jamais si longuement parcouru, qu'il dessinait et redessinait de ses mains et de ses lèvres sur tous les trésors qu'elle lui donnait. Et il regrettait de n'avoir pas plus de mains, plus de lèvres pour lui faire partout plus de joie à la fois. Et il la remerciait dans son cœur d'être si belle et si heureuse. D'un seul coup, le ciel tout entier devint rouge. Le troupeau rouge des chevaux partit au galop vers la forêt. Eléa brûlait, haletante, impatiente. Ce n'était plus possible, elle prit dans ses mains la tête de Païkan aux doux cheveux, couleur de blé qu'elle ne voyait pas, qu'elle ne pouvait plus voir, la ramena vers elle, sa bouche sur sa bouche, puis ses mains redescendirent et prirent l'arbre aimé, l'arbre proposé, approché et refusé, et le conduisirent vers sa vallée ouverte jusqu'à l'âme. Quand il entra, elle râla, mourut, fondit, se répandit sur les bois, sur les lacs, sur la chair de la terre. Mais il était en elle, Païkan. Il la rappelait autour de lui, à longs appels puissants qui la ramenaient des bouts du monde. Païkan la rappelait, l'attirait, la rassemblait, la condensait, la durcissait, la pressait jusqu'à ce que le milieu de son ventre percé de flammes. Païkan éclata en une joie prodigieuse, indicible, intolérable, divine, bien-aimée, brûlant jusqu'à l'extrémité de la moindre parcelle, son corps qui la dépassait.
Leurs deux visages apaisés reposaient l'un contre l'autre. Celui d'Eléa était tourné vers le ciel rouge, celui de Païkan baignait dans l'herbe fraîche. Il ne voulait pas encore se retirer d'elle. C'était la dernière fois. Il pesait sur elle juste assez pour la toucher et la sentir tout le long de sa peau. Quand il la quitterait, ce serait pour toujours. Il n'y avait plus de lendemain. Rien ne recommencerait. Il faillit se laisser emporter par le désespoir et se mettre à hurler contre l'absurde, l'atroce, l'insupportable séparation. La pensée de sa mort proche l'apaisa. Une lourde détonation fit trembler le sol. Une partie de la forêt s'embrasa d'un seul coup. Païkan leva la tête et regarda dans la lumière dansante le visage d'Eléa. Il était baigné de la grande douceur, la grande paix que connaissent après l'amour les femmes qui l'ont reçue et donnée dans sa plénitude. Elle reposait sur l'herbe de tout son corps entièrement détendu. Elle respirait à peine. Elle était au-delà de la veille et du sommeil. Elle était bien partout et elle le savait. Sans ouvrir les yeux, elle demanda très doucement « Tu me regardes ?» Et il répondit « Tu es belle. » Lentement, la bouche et les yeux clos devinrent un sourire. Le ciel palpita et se fendit. Dans un hurlement, une nuée de soldats hennissors à demi nus, peints en rouge, à cheval sur le siège de fer, surgit dans les hauteurs de la nuit enflammée et coula en oblique par-dessus le lac, vers la bouche. De toutes les cheminées, les armes de défense tirèrent. L'armée aérienne fut ravagée, dispersée, rasée, renvoyée vers les étoiles en milliers de cadavres disloqués qui retombaient dans le lac et dans la forêt. Les bêtes couraient dans tous les sens, se jetaient à l'eau, en ressortaient, tournaient autour du couple en dansant d'affolement. Une série d'explosions effrayantes souleva la forêt incendiée et la projeta partout. Une branche torche tomba sur une biche qui fit un bond fantastique et plongea. Les chevaux en feu galopaient et ruaient. Du ciel, une nouvelle armée descendait en hurlant. Païkan voulut s'enlever d'Eléa. Elle le retint. Elle ouvrit les yeux, elle le regarda. Elle était heureuse. « Nous allons mourir ensemble, dit-elle. » Il glissa sa main dans l'arme abandonnée sur l'herbe, se retira et se dressa. Elle eut le temps de voir l'arme braquée sur elle. Elle cria « Toi !»« Tu vas vivre, dit-il. » Et il tira. Ce qui suivit, Eléa le découvrit en même temps que les savants de le pays. L'arme l'avait assommé, mais ses sens avaient continué à recevoir des impressions et sa mémoire subconsciente à les enregistrer. Ses oreilles avaient entendu, ses yeux entr'ouverts avaient vu, son corps avait senti Païkan rajuster autour d'elle quelques vêtements, la prendre dans ses bras et marcher vers les ascenseurs au milieu de l'enfer déchaîné. Il avait enfoncé sa clé dans la plaque, mais la cabine ne montait pas. Il avait crié « Koban, je vous appelle, je suis Païkan, je vous apporte Eléa !» Il y eut un silence. Il cria de nouveau le nom de Koban, le nom d'Eléa. Un signal vert se mit à palpiter au-dessus de la porte, et la voix de Koban retentit, brouillée, coupée, parfois étouffée, parfois vibrante, comme le son d'une langue d'acier. « Tard, bien tard, ennemi, pénétrez dans Gondasset. Votre groupe d'ascenseurs isolé va essayer. Descendez, j'envoie un commando. Percez l'ennemi, à votre rencontre. Signalez-vous. Votre bague, toutes les plaques. Je répète, j'envoie. » La cabine de l'ascenseur arriva et s'ouvrit. Le sol se souleva en une explosion effrayante. Le sommet de l'ascenseur fut pulvérisé. Eléa arrachée au bras de Païkan. L'un et l'autre soulevés, roulés, jetés à terre. Et les yeux d'Eléa, inconsciente, voyaient le ciel rouge d'où descendait sans arrêt la nuée des hommes rouges. Et ses oreilles entendaient leurs hurlements qui emplissaient la nuit en flammes. Son corps sentit la présence de Païkan. Il l'avait rejointe. Il la touchait. Ses yeux virent son visage angoissé cacher le ciel et se pencher vers elle. Ils virent son front blessé, ses cheveux blonds tachés par le sang, mais sa conscience était absente et elle n'éprouva aucune émotion. Ses oreilles entendirent sa voix lui parler pour la rassurer. « Eléa, Eléa, je suis là. Je vais te conduire à l'abri. Tu vivras. » Il la souleva et la chargea sur son épaule. Le buste d'Eléa pendait dans le dos de Païkan et ses yeux ne virent plus rien. Sa mémoire n'enregistra plus que des bruits et les sensations diffuses profondes qui entrent dans le corps par toute la surface de l'épaisseur de sa chair et que la conscience ignore. Païkan lui parlait et elle entendait sa voix dans les explosions et les crépitements de la forêt qui brûlait. « Je vais te conduire. Je vais descendre dans l'ascenseur, par l'échelle. Je suis à toi.
Ne crains rien, je suis avec toi. » Sur le grand écran de la salle du conseil, il n'y avait plus d'image précise. À la table du podium, Eléa, les yeux clos, la tête dans les mains, laissait sa mémoire livrer ce qu'elle avait enregistré. Dans les diffuseurs éclataient des fracas, des explosions, des cris horribles, des roulements de tremblements de terre. Sur l'écran, le circuit image traduisait des impulsions reçues par des écroulements de couleurs gigantesques, des chutes interminables vers un abîme sulfureux, des éruptions de ténèbres. C'était le retour d'un monde fracassé vers le chaos qui précéda toutes les créations. Et puis il y eut une succession de coups sourds et feutrés, de plus en plus rapprochés, de plus en plus puissants. Eléa parut gênée, dérangée. Elle rouvrit les yeux et arracha le cercle d'or. L'écran s'éteignit. Les coups sourds continuèrent, et tout à coup ce fut la voix de Lebeau. « Vous entendez? C'est son cœur. » Il parlait en direct de la salle de réanimation par tous les diffuseurs. « Nous avons réussi. Il vit. Coban vit. » Hoover se leva d'un bond, cria « Bravo !» et se mit à applaudir. Tout le monde l'imita. Les vieux savants et même les plus jeunes, les hommes et les quelques femmes parmi eux, se soulageaient en gesticulation à grands cris de la gêne qu'ils éprouvaient à se retrouver entre eux, à se regarder les uns les autres après avoir entendu et vu ensemble sur l'écran les scènes les plus intimes évoquées par la mémoire d'Eléa. Ils affectaient de n'y attacher aucune importance, d'être blasés, de les considérer dans un pur esprit scientifique ou d'en plaisanter. Mais chacun en était bouleversé profondément, dans son esprit et dans sa chair. Et en se retrouvant tout à coup dans le monde d'aujourd'hui, il n'osait plus regarder son voisin qui lui-même détournait les yeux. Ils avaient honte. Honte de leur pudeur et honte de leur honte. La merveilleuse, la totale innocence d'Eléa leur montrait à quel point la civilisation chrétienne avait depuis saint Paul et non depuis le Christ perverti en les condamnant les joies les plus belles que Dieu ait données à l'homme. Ils se sentaient tous, même les plus jeunes, pareils à de petits vieillards salaces, impuissants et voyeurs. Le cœur de Coban, en se réveillant, venait de leur épargner ce moment de pénible embarras collectif, où la moitié d'entre eux se mettait à rougir, à l'autre moitié blêmissait. Le cœur de Coban battait, s'arrêtait, recommençait, irrégulier, menacé. Les électrodes d'un stimulateur fixé sur sa poitrine par des bandages intervenaient automatiquement quand l'arrêt se plongeait et la surprise d'un choc électrique faisait repartir le cœur en sursaut. Les médecins autour de la table de réanimation montraient des fronts soucieux. Brusquement, ce qu'ils redoutaient se produisit. La respiration de Coban devint difficile, gargouillante, et les bandages se tachèrent de rouge à l'endroit de la bouche. « Coagulant, sérum, couchez-le sur le côté, dégagez la bouche, sonde buccale !» Les poumons saignaient. Sans cesser un instant leurs soins attentifs, par-dessus le gisant qu'ils dégageaient, manipulaient, soulageaient, les réanimateurs tinrent conseil. Si l'hémorragie ne cessait pas, c'est que les brûlures du tissu pulmonaire étaient trop graves pour se cicatriser. Dans ce cas, il fallait ouvrir Coban et remplacer ses poumons. Objection. Délai nécessaire pour faire venir les poumons neufs. 3 paires par sécurité. De la Banque internationale des organes. Appel radio. Emballage. Transport à l'avion. Traversée Genève-Sydney. Transbordement. Traversée Sydney-EPI. Le tout 20 heures. N'oublie pas les emmerdements militaires, les papiers de douane. Ils ne vont quand même pas. Tout est possible. Double le délai. 40 heures. Tenir Coban en vie pendant ce temps-là. Besoin de sang pour transfusion. Test sanguin du sang de Coban immédiatement. Groupe et sous-groupe rouge. Groupe et sous-groupe blanc. Un infirmier dégagea la main et la saignée gauche. Même problème pour l'opération. Du sang en quantité, prévoir le double. Autre problème pour l'opération. Une équipe chirurgicale spécialiste des transplantations d'organes. Moïsov. Nous avons. Foster. Nous pouvons. Zabrek. Chez nous. Lebeau. Impossible, trop risqué. Pas de mains nouvelles ici. Surtout des mains armées de couteaux. Nous opérons nous-mêmes en liaison télé avec les équipes françaises, américaines et du Cap. Nous pouvons le faire. Des poumons, c'est pas le diable. Poumons artificiels pour y brancher le circuit sanguin pendant l'opération. Il y en a un à l'infirmerie. Pourquoi ne pas utiliser cet appareil tout de suite, laisser reposer les poumons de Coban et leur permettre de se cicatriser? Ils ne se cicatriseront pas s'ils ne reçoivent pas de sang. Ils doivent continuer de fonctionner. Ils guérissent ou ils ne guérissent pas. C'est le jeu. Résultat des tests sanguins. Groupe et sous-groupe inconnus. Le sang testé, Coban, coagule tous les sangs témoins. Surprenant. C'est un sang fossile. N'oubliez pas que ce type est un fossile. Vivant mais fossile. Depuis 900 000 ans. Le sang a évolué, mes enfants. Pas de sang, pas d'opération. La situation est simplifiée.
ou il guérit, ou il meurt. Il y a la fille. Quelle fille? Eléa. Son sang conviendrait peut-être. Jamais assez pour une opération. Il faudrait la saigner à blanc et ça ne suffirait pas. Peut-être, en ligaturant tout et très vite, avec le poumon artificiel en circuit tout de suite, nous n'allons quand même pas assassiner cette fille. Elle s'en tirerait peut-être. Vous avez vu comment elle récupère? C'est sa nourriture ou le sérum universel, ou les deux. Je m'y oppose. Vous savez bien qu'elle ne pourrait pas refabriquer son sang assez vite. Vous demandez qu'on la sacrifie. Je m'y refuse. Elle est belle, c'est certain, mais devant le cerveau de ce type, elle ne fait pas le poids. Belle ou pas belle, ce n'est pas la question. Elle est vivante. Nous sommes des médecins, pas des vampires. On peut toujours tester son sang avec celui de Coban, ça ne nous engage pas. Nous aurons sans doute besoin qu'elle nous en donne un peu s'il continue à saigner, sans parler d'opération. D'accord, ça, d'accord, tout à fait d'accord. Bon, je m'arrête là. C'était une grosse partie quand même assez émouvante. Hein. Là, par contre, il ne me restera pas grand-chose, quoi, je pense. Il ne me restera pas trop. Ouais, il me restera ça. Donc, je pense que je le ferai en une fois. Eh bien, bonne soirée. C'était beau, c'était émouvant. Voilà.